Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige TV, mais aussi à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès ont observé hier mercredi un débrayage pour réclamer la réception de leur nouveau logement. Le candidat à l'élection présidentielle de 2024, Serigne Mboup, était hier mercredi à Thiès dans le cadre de sa campagne électorale pour présenter son programme une fois porté à la magistrature suprême. Les détails dans cette édition. Et puis Thiès a abrité hier mercredi un atelier de partage sur la recrudescence du VIH-Sida, une initiative de l'ANCS, Alliance nationale contre le sida. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et merci de votre fidélité à votre télévision régionale. Démarrons ce rendez-vous d'actualité par l'éducation. Les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès ont observé hier mercredi un débrayage afin de réclamer la réception des nouveaux logements construits dans leur campus social. Ces derniers ont cessé les cours pour tenir une assemblée générale d'information suivie d'une opération de nettoiement des alentours des nouveaux pavillons. Selon Adamaso Kébé, membre de la conférence des amicales d'étudiants de l'UIDT, les autorités doivent résoudre le plus rapidement possible cette situation, sinon ils vont passer à la vitesse supérieure. Suivant, je vous propose de suivre Adamaso Kébé au micro de nos confrères de Thiès 24. Aujourd'hui, on a fait un débrayage à 10 heures pour manifester notre mécontentement par rapport à la situation qui sévit au sein de l'université Iba Der Thiam de Thiès, alors aussi bien sur le plan pédagogique que social. Donc actuellement, on se trouve dans les pavillons de 1000 lits. Donc c'est un chantier qui concerne le volet social et dont les travaux de construction commencent à durer. Et chaque année, l'État du Sénégal envoie des nouveaux bacheliers à chaque rentrée et les conditions sont les mêmes. C'est-à-dire l'université a été dimensionnée ici avec une capacité égale à un nombre de lits de 212 pour ce qui concerne le site de la VSN et un nombre de lits égal à 250 lits pour ce qui est du campus Hôtel du Rail. Pour dire en un mot que l'université a atteint ses limites. Alors, le directeur du cours, on lui a parlé par rapport à ça, il est au courant de tout. Les instances de décision également de l'université, que ce soit le conseil académique, que ce soit le conseil d'administration, à chaque fois quand l'occasion se présente, on ne cesse de leur dire qu'il est temps de réceptionner ces chantiers, qu'il est temps de réceptionner le nouveau restaurant, qu'il est temps de réceptionner le service médical. Et l'alibi qu'il nous donne, c'est qu'actuellement les matériels nécessaires pour la livraison de ces chantiers se trouvent ou bien sont bloqués au niveau du port autonome de Dakar, parce qu'il nous dit que l'État du Sénégal doit de l'argent au porteur de projet, c'est-à-dire AMSA. Donc de base, ils se sont dit qu'ils vont commencer la construction. Maintenant, si elle atteint 40%, donc l'État doit leur donner la totalité de la somme. Donc depuis lors, c'est cet alibi qu'il nous donne. L'État du Sénégal doit de l'argent au maître d'ouvrage et que actuellement les matériels sont bloqués au niveau du port autonome de Dakar. En ce qui nous concerne, c'est-à-dire ce sont des alibis que nous, on ne tient pas compte de ça, pour dire vrai. Parce que depuis presque 2 ans, voire même 2 ans et demi, qu'on observe la même justification, trop c'est trop. Actuellement, les campus sont bondés de monde, les nouveaux bacheliers ne cessent d'accroître le nombre de l'université. Donc une université qui a été dimensionnée sur la base de 500 étudiants et qui comporte actuellement plus de 7500 étudiants, sans qu'il y ait un avancé concret par rapport aux infrastructures. Donc il est temps de dire non, il est temps de freiner ces nouvelles vagues d'arrivée. Et à présent, parlons politique dans cette édition et sous forme de brève illustrée. Le candidat à l'élection présidentielle de 2024, Serigne Mboup, était hier mercredi à Thiès dans le cadre de sa campagne électorale pour présenter son programme une fois porté à la magistrature suprême. Selon le président du parti And Nawlé, And Ligueye,
Le choix de la cité d'Iraï n'est pas du hasard car cette ville regorge d'histoire tant dans le domaine politique et économique. Il a saisi l'occasion pour lancer un appel au chef de l'État Macky Sall afin d'organiser le plus vite que possible des élections pour garantir la stabilité du pays. A rappelé que Serigne Mboup est le président du parti And Nawlé And Liggéey. Il était hier mercredi donc dans la cité d'Iraï. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM. Et à présent, parlons société dans cette édition qui a abrité hier mercredi 21 février 2024 un atelier de partage sur la reprise d'essence du VIH-Sida. Cette initiative est rendue possible grâce à l'ANCS, traduisée par Alliance nationale contre le sida, et se fixe comme objectif d'éradiquer définitivement ce fléau au Sénégal dans un futur proche. Mamor Fall, responsable des programmes au niveau de l'ANCS, revient sur les objectifs fixés pour barrer la route à cette maladie. Ces propos sont recueillis par Pape Abdoulaye Mbeng et Chef Fall. L'ANCS a organisé cet atelier pour regrouper les défenseurs des droits de l'homme, notamment les organisations de droits de l'homme, pour les convier à une réflexion sur des possibilités de partenariat pour améliorer la promotion des droits humains, mais également l'éducation aux droits humains par rapport à ce que nous faisons, notre cœur de métier, comme nous avons l'habitude de le dire. Nous sommes des acteurs de lutte contre le VIH-Sida, mais nous n'avons pas ces compétences en matière d'éducation et de promotion des droits humains. C'est dans ce cadre-là que nous avons fait appel aux organisations de droits de l'homme pour ensemble réfléchir sur des pistes de collaboration qui vont nous permettre de, en tout cas, de lutter contre tout ce qui est la non-inclusion sociale. Nous travaillons avec des cibles qui sont triplement stigmatisées. C'est des populations clés qui sont triplement stigmatisées par la religion, par notre culture et par les lois. Qui fait qu'aujourd'hui, c'est des personnes qui se cachent. Donc nous avons besoin de travailler avec des spécialistes qui vont nous permettre de porter le plaidoyer auprès des structures de prise en charge de ces personnes, je veux nommer les structures sanitaires, mais également auprès des forces de défense et de sécurité. Parce que nous travaillons avec des personnes qui sont, comme je l'ai dit, qui sont pénalisés, des groupes qui sont pénalisés. C'est des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, c'est des consommateurs de drogues injectables et non injectables, c'est les professionnels de sexe. Et aujourd'hui, je pense que cette collaboration pourra déboucher sur pourra déboucher sur des pistes d'action qui vont nous permettre, nous, de nous compléter, mais également vous, en tant que spécialiste des droits humains, d'avoir suffisamment d'informations et d'éléments par rapport au VIH et de pouvoir s'engager, en tout cas, dans une multisectorialité qui va nous permettre de contribuer à l'atteinte des 3,95 d'ici 2026, mais au-delà, éliminer la transmission du VIH d'ici 2030. Et c'est un engagement du pays et de la communauté internationale. A rappeler que cette rencontre a eu pour cadre la Maison des Jeunes, située dans la commune de Thiès-Nord. Les acteurs de la santé, de la société civile et des porteurs de voix ont honoré leur présence lors de cet atelier qu'ils ont jugé nécessaire pour contribuer de façon significative à l'éradication de la pandémie au Sénégal. Dr Ousmane Diarra, consultant international des droits humains en VIH, se réjouit de cette initiative. Ses propos sont recueillis toujours par Pape Abdoulaye Mbeng et Chef Fall. Oui, l'objectif de cette rencontre, c'est de pouvoir, disons, impliquer, voir dans le cadre de cette collaboration avec l'ANCS et les associations, les organisations de défense des droits humains, parce qu'on est parti du constat du fait qu'aujourd'hui, dans la lutte contre le VIH, on a besoin du respect des droits humains, on a besoin de la protection des droits humains. Déjà, la Constitution sénégalaise prévoit, en son article 8, le droit à la santé. Et ce droit à la santé qui est à la fois un droit individuel et un droit collectif. Droit individuel, faire en sorte que le citoyen sénégalais qui veut avoir accès aux soins, au traitement, puisse
le faire sans discrimination et sans stigmatisation. Ceci aura une répercussion forcément sur le droit collectif, c'est-à-dire par exemple la protection de la santé publique qui concerne la santé de tous les Sénégalais. Donc le respect du droit à la santé d'un patient, d'un individu, a forcément une implication sur le respect du droit collectif de la santé publique. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir prendre en considération ces différents aspects-là. Alors, le Sénégal, il faut le dire, a fait des efforts, mais comme je l'ai dit, le type concentré du VIH constitue une clé, la clé par laquelle on peut ouvrir le VIH en baissant les bras, mais la clé par laquelle aussi on peut fermer le VIH en prenant en considération les questions de garantie juridique universelle qui constituent les droits humains. Donc la promotion des droits humains peut énormément aider pour faire avancer les choses, pour que le VIH puisse considérablement être, jugulé par le Sénégal. Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce jeudi 22 février. Conseil des ministres, le président Macky Sall évoque la date de la tenue de la présidentielle, nous dit Mambiram Sissegaï. L'actualité nationale, le président de la République a évoqué une décision numéro 1C 2024 du 15 février 2024 du Conseil constitutionnel et la finalisation du processus électoral en demandant au ministre de l'Intérieur de prendre toutes les dispositions en relation avec le ministre des Finances et du Budget, la Sénat et les autorités administratives pour une bonne organisation de l'élection présidentielle à une date qui sera fixée très prochainement après les consultations avec les acteurs politiques, les responsables de la société civile et les représentants des forces vives de la nation, rapporte le communiqué du Conseil des ministres. Parlons autre chose, un mort dans l'effondrement de la dalle de la laverie d'une station-service. L'effondrement de la dalle de la laverie auto d'une station-service a occasionné hier mercredi la mort d'un individu à Fass, un quartier de Dakar. Le corps a été extrait des décombres par les sapeurs-pompiers. La victime de sexe masculin faisait partie des ouvriers qui démolissaient la dalle de cette laverie située en face de l'hôpital Abass Ndao, a expliqué un agent de sécurité selon des témoins. L'effondrement est survenu vers les coups de 13 heures. Terminons avec Benjamin Ndiaye. Les candidats spoliés se plaignent auprès de l'archevêque de Dakar. Une délégation de Front démocratique pour une élection inclusive a été reçue hier mercredi par Monseigneur Benjamin Ndiaye, évêque de Dakar, conscient du rôle combien précieux que joue l'Église sénégalaise dans la longue marche de la nation. Le Front a jugé important de rencontrer son chef pour échanger avec lui sur la situation politique nationale qui s'enfonce progressivement dans une crise profonde. La délégation du Front a exposé à l'archevêque l'essentiel des éléments qui fondent ses positions actuelles de combat pour la restauration des droits spoliés de ses membres. Les candidats spoliés ont recueilli les conseils de l'archevêque de Dakar pour la préservation de la paix et de la stabilité au Sénégal et lui a réitéré son souhait de voir tous les acteurs politiques et citoyens se retrouver dans une concertation nationale pour sortir le Sénégal de cette situation de crise, nous apprend le communiqué du FDP. C'était tout pour cette actualité nationale. Et focus sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale de ce jeudi. Ce périple va nous mener en Europe, au Moyen-Orient. Mais tout d'abord, démarrons dans la région des Grands Lacs où l'Organisation des Nations Unies sanctionne 6 personnes liées aux mouvements armés agissant dans l'Est de la RDC. Le suivi de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Sissé. Chacune des personnes placées mardi 20 février sur la liste des sanctions des Nations Unies est
accusé par le comité des sanctions du Conseil de sécurité d'avoir commis des violations des droits de l'homme et des abus du droit international humanitaire, notamment des attaques contre des civils, des meurtres, des viols, des enlèvements et des attaques contre des écoles et des hôpitaux. Parmi les individus sanctionnés figure Willy Ngoma, le porte-parole militaire du M23. Cette nouvelle sanction ternit davantage l'image du M23 qui cherche toujours à entamer un dialogue direct avec Kinshasa. Ce mouvement est également accusé par l'ONU d'avoir causé la mort d'au moins 150 civils au cours des 3 derniers mois. Israël a lancé dans la nuit de mercredi à jeudi de nouvelles frappes aériennes contre Rafah dans le sud de la bande de Gaza. La communauté internationale s'inquiète notamment du sort de près de 1,5 million de Palestiniens massés dans la ville. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé jeudi un nouveau bilan de 29 410 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. L'Union européenne a approuvé mercredi 21 février un 13e paquet de sanctions contre la Russie, a annoncé la présidence belge du Conseil européen. Les ambassadeurs de l'Union européenne viennent de donner leur accord de principe au 13e paquet de sanctions dans le cadre de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, a-t-elle indiqué. Nous devons continuer à dégrader la machine de guerre de Poutine, a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Et bouclons ce rendez-vous d'actualité par une note sportive. Comme d'habitude, c'est Adiaram Sek qui jette un regard sur les faits marquants de l'actualité sportive. Actualité sportive Afrobasket 2025. Les éliminatoires de l'Afrobasket devraient débuter ce vendredi 22 février 2024 en Tunisie. Le Nigeria logé dans le groupe B avec le Cap-Vert, l'Ouganda, la Libye et la Tunisie. Cependant, malgré l'engagement de plusieurs Olympiens de 2020, les D-Tigers ne pourront pas participer à cette fenêtre de qualification en raison du manque de soutien financier du gouvernement, a posté la fédération sur les réseaux sociaux. Cette situation intervient malgré l'engagement préalable de plusieurs joueurs olympiques de 2020 à participer à ces qualifications. La crise persistante au sein de la Fédération nigériane de basketball avait déjà conduit le gouvernement fédéral à retirer le Nigeria de toutes les compétitions internationales de basketball pour une période de 2 ans à partir de mai 2022. Toujours en basketball, le Basketball African League 2024, l'AS Douane représentante du Sénégal dans la compétition connaît désormais ses adversaires. Du 4 au 12 mai, les Gabolous affronteront l'armée patriotique basketball du Rwanda, les Rivers Hoopers du Nigeria, l'US Monastir de la Tunisie. L'équipe sénégalaise avait atteint la finale la saison précédente après avoir éliminé l'US Monastir lors de la phase de groupe. L'AS Douane a été battue en finale par Al Ahly. Elle participera à cette 3e édition de Basketball African League après les éditions de 2021 et 2023. L'US Monastir, champion en 2022, sera présent pour la 4e fois après une élimination au premier tour en 2021. Les Rivers Hoopers font leur retour après avoir manqué les 2 dernières éditions. Terminons cette note sportive au Maroc. Tournoi international U19. L'équipe sénégalaise avait débuté le tournoi avec une victoire et un match nul, terminant ainsi en tête de leur groupe. Cela les a amenés à affronter Copenhague en quart de finale, mais malgré l'ouverture du score par Moustapha Diop grâce à un corner frappé par Amara Diouf, les Danois ont fini par renverser la situation en marquant 2 buts. La rencontre s'est soldée par une victoire de Copenhague, mettant fin aux espoirs de Génération Foot de conserver leur titre. Les champions sortants doivent désormais tourner la page avec la perspective des matchs de classement, et c'est ce qui met fin à cette note sportive. Merci donc à vous, Adiaram Sek, pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité sur votre télévision régionale Prestige. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger.
grâce au réseau IPTV et d'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 d'un moment à l'autre. Isaac Dapa pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.